qui sont le lot des Africains. Et j'insiste à ce stade de notre conversation que tout ce que je vous dis, mon cher ami, ne sont pas issus de lectures dans la librairie ou dans la littérature américaine, ou française, ou belge, ou canadienne, ou guatémaltèque. Non, ce dont je vous parle, c'est de l'Afrique subsaharienne. Les 6 compétences qui font un leader en Afrique subsaharienne, je vous les donne, c'est 1. La vision, le courage et le caractère, l'intégrité, la capacité technique, l'esprit d'équipe et la communication. En bref, ce que je dis, c'est que si vous ou moi, comme Africains, avons une bonne dose de 6 compétences, alors nous sommes des leaders qui pouvons inspirer positivement l'environnement dans lequel nous opérons. Est-ce que vous, M. Gilles Ataï, ces 6 visions-là, vous pouvez nous les expliquer une à une? D'accord. Oui. Alors, la première compétence, c'est la vision. La vision, c'est la capacité à pouvoir se projeter dans un futur de manière réaliste et d'embarquer, d'amener avec soi un certain nombre de personnes. Les personnes qui ont une vision, ce sont des gens qui opèrent dans une dimension différente des autres, parce qu'ils ne sont pas simplement arrêtés par les contingences immédiates. Ils voient plus loin. Et quand même un obstacle se met devant, ils ont la capacité d'aller au-dessus de l'obstacle parce qu'ils ont vu une destination qui est beaucoup plus grande. Ça, c'est la vision. Le courage et le caractère naît peut-être de la vision. C'est la qualité, la capacité d'avoir l'abnégation, d'avoir la détermination, d'avoir la résilience, d'avoir la résistance à l'épreuve, d'aller plus loin. Ça, c'est le courage et le caractère. Et il y a des gens qui ont, en plus de la vision, le courage et le caractère d'aller au-delà de l'épreuve. La troisième compétence, c'est ce qu'on appelle l'intégrité. On dit souvent d'elle que c'est la pierre angulaire du leadership. Vous ne ferez confiance à personne si vous ne voyez pas en la personne un peu d'intégrité. L'intégrité, c'est un code moral et éthique strict qui ne fait pas de voable. C'est également la capacité à être soi-même en conformité avec ce qu'on dit. Quelles sont les personnes intègres? La quatrième compétence, c'est ce qu'on appelle la capacité technique. C'est une bonne dose de connaissances et d'expertise, d'expérience dans le domaine dans lequel on opère. Il est important d'être capable techniquement quand on fait quelque chose. Donc la personne qui est capable techniquement est non seulement documentée dans son domaine d'activité, mais en plus, elle est en mesure de fouiller, de chercher, de se mettre à la page, parce qu'aujourd'hui, les technologies et la technique et la connaissance vont très très vite. La cinquième compétence, c'est l'esprit d'équipe. Et l'esprit d'équipe, c'est la capacité à rechercher le bien pour tous. Voyez-vous, les leaders qu'on admire, et je suis sûr que si je vous posais la question, un nom qui viendrait tout de suite, c'est M. Mandela. M. Mandela n'a pas travaillé pour lui. Parce que s'il ne pensait qu'à lui, alors sa personne est petite. Mais sitôt qu'il commence à penser à tout le peuple qui est derrière lui, l'esprit d'équipe, c'est ça. La capacité à pouvoir embarquer beaucoup de personnes parce qu'on pense aux autres d'abord avant que de penser à soi-même. Et enfin, la sixième et dernière compétence, elle est certainement très importante, c'est la communication. Communication verbale, gestuelle, écrite, claire, pas d'équivoque, clair, on sait très bien ce que tu veux. Donc, ces 6 compétences que je viens donc de citer, quand nous les avons en Afrique subsaharienne, en excès, en tout cas en bonne dose, nous avons là le calibre du leader africain dont l'Afrique a besoin. Absolument. Et on a besoin de ces gens plus que vous ne pouvez croire. Et c'est bien dommage que nous n'ayons pas la conscience qu'il soit important d'acquérir ces qualités, de les pratiquer. Beaucoup de gens nous regardent, ceux qui sont là-haut, malheureusement. Et c'est pour ça que je suis triste quelquefois quand je vois l'écart qu'il y a entre les leaders de position et les leaders d'influence positive. En quoi le leadership est important aujourd'hui pour les pays africains qui doivent se battre encore pour assurer le développement? Regardez tous les défis que nous avons. Je pense citer quelques-uns. Défis en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de chômage, la gestion de nos jeunes, en termes d'égalité des genres. Pour pouvoir régler tous ces problèmes, ce n'est pas de plus d'aide que nous avons besoin. Nous avons besoin d'hommes nouveaux, de personnes de conscience qui comprennent qu'il faut utiliser leur aire d'influence, leur sphère d'influence pour produire de bons résultats. Et c'est en ça que le leadership est important. Pour moi, clairement, en amont de tout grand chantier, en amont de tout grand projet de transformation, il faut une grande dose de leadership. Et tant que l'Afrique n'aura pas trouvé une quantité
raisonnable, une quantité critique de leaders, tous les projets dont nous pouvons parler sont voués à l'échec. Il faut des hommes de conscience et ce problème de leadership doit venir en amont de toute autre chose. Ce n'est pas de plus d'aide, je le répète, que nous avons besoin de plus de conscience. Pas simplement au plus haut niveau, mais même au niveau de la plus petite cellule qui est la famille. Lorsque vous parlez souvent de leadership, y a-t-il des exemples dans le monde qui peuvent inspirer aujourd'hui le continent africain? Oui, certainement. Peut-être que si nous sortions même de l'Afrique, nous pourrions penser aux civilisations, à l'Est notamment, en Asie du Sud-Est, qui ont adopté des valeurs globales, mais qui n'ont pas oublié leur champ traditionnel. Si l'Afrique pouvait simplement ne pas se tourner en voulant copier, sans bien comprendre, des modèles qui lui ont été imposés avec l'histoire, mais repuiser dans ses ressources traditionnelles, il serait possible de sortir. Moi, je vais vous donner un exemple. Je suis à Dakar avec vous actuellement et j'ai appris que l'UEMOA a mis un cadre réglementaire qui permet à toutes les professions libérales de pouvoir s'exercer librement dans chacun des pays. Par exemple, un Sénégalais peut travailler comme avocat à Lomé, au Togo, ou à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sans qu'il ne soit nécessaire d'avoir une exonération ou quelque chose du genre. Mais vous savez quoi? Les populations ne le savent pas. Donc si au moins ce que nous avons déjà nous-mêmes créé comme cadre réglementaire pouvait être implémenté, pouvait être exécuté, il y a beaucoup de choses qui pourraient se régler. Le Forum économique mondial, le Davos d'Afrique qui vient de se tenir au Cap, l'a mentionné. En dépit d'une croissance de 6% ces 2 dernières décennies, l'Afrique est encore engluée dans la pauvreté, dans le chômage des jeunes. Qu'est-ce que cela vous inspire en tant qu'acteur du secteur privé? Alors, ça m'inspire d'abord une première chose. Il faut faire attention à tous ces indicateurs en macroéconomie, parce qu'ils ne sont pas forcément la réflexion de la satisfaction du peuple. Les populations ne vivent pas de croissance de 8% que l'on peut exhiber dans des grandes réunions. Ils vivent de la réalité de santé, d'éducation, de sécurité, de nourriture, de sécurité alimentaire. Donc, ce qu'il faut absolument pour l'Afrique, ce serait que nous soyons de plus en plus conscients que ces problèmes de leadership dont je parle doivent venir en amont. Si on ne les règle pas, on ne réglera pas nos problèmes d'infrastructure, on ne réglera pas nos problèmes d'éducation. Le secteur privé a besoin de l'administration publique pour que l'administration publique mette en place le cadre réglementaire qui favorise le climat des affaires. L'administration publique a besoin du secteur privé parce que sans le secteur privé, il ne peut pas générer lui seul des emplois. Ce n'est pas plus de fonctionnaires dont nous avons besoin, c'est de plus d'entrepreneuriat. Et puis la troisième personne qui est également importante dans cette conversation, c'est la société civile qui représente les populations. Donc, il faudrait sincèrement que l'administration publique, le secteur privé et la société civile se mettent ensemble pour trouver des solutions. Et si elles se mettent ensemble, alors les trois peuvent trouver les solutions dont nous avons besoin et qui vont faire le réveil, tardif peut-être, mais le réveil enfin de l'Afrique. Si vous aviez un cri de cœur à lancer à l'endroit des jeunes Africains ou des leaders africains, quelle sera la teneur de votre message? Je leur dirais 2 choses. D'abord, soyez conscients du fait que tout ce que vous faites ou ne faites pas, dites ou ne dites pas, communique quelque chose. Vous avez l'obligation, qui que vous soyez, d'inspirer les populations pour les amener à produire les résultats qu'elles peuvent produire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je dirais à tout le monde, il est important de rêver et de rêver grand. L'Afrique peut faire des choses extraordinaires, mais il faut commencer à y croire. Il ne faut pas chercher à se coller à des modèles importés qui ne marchent pas pour nous. Nous avons suffisamment de ressources intelligentes, ressources humaines, et je ne parle même pas, comme j'ai dit tout à l'heure, des ressources énergétiques de notre sol, notre sous-sol. Nous pouvons faire des choses extraordinaires. Il ne faut pas non plus que nous pensions que tout est en ville. Il y a beaucoup de choses dans nos campagnes que nous n'exploitons pas. Quelqu'un me disait tout à l'heure, l'agriculture, c'est l'avenir de l'Afrique. Mais c'est vrai. Donc, moi je dirais, je suis optimiste, je suis afro-optimiste parce que je n'ai que des raisons de croire en cela. Mais ça va demander une masse critique de leaders, ça va demander une grande dose de leadership, ça va demander du courage, du caractère, de la vision, de l'intégrité pour qu'on puisse y arriver. Et ça, ce n'est pas impossible à apprendre et à adopter comme règle de vie pour chacun d'entre nous. Lorsqu'il décline l'activité de son entreprise, ce qu'il offre comme service, on pourrait se dire qu'il est un doux rêveur et qu'il ne trouvera pas de clients sur le continent. La stratégie du développement et du leadership, le développement humain.
Pourtant, le carnet de commandes et de rendez-vous de cet Ivoirien spécialiste du marketing et du management, qui a d'abord travaillé comme cadre dans des grandes multinationales à travers le continent avant de créer sa propre entreprise, G&A Business, affiche presque complet. Ce qui ne l'empêche pas de consacrer du temps à son engagement citoyen au sein du African Leadership Initiative in West Africa, un réseau de personnes qui luttent pour un leadership éclairé en Afrique. Gilles Attaï est ce week-end l'invité d'Afrique Plus, le magazine qui s'est fixé pour objectif de rompre avec l'afro-pessimisme de rigueur sur les médias internationaux en vous proposant de découvrir ceux qui, au milieu de cet océan de misère, s'illustrent positivement par leur travail ou leur choix. Bonjour, monsieur Attaï. Bonjour, Alain Foucault. De l'Afrique du Sud, désormais, c'est de là-bas que vous officiez aujourd'hui. Si on devait définir votre activité réelle après avoir fait tout ce parcours dans quelques compagnies en Afrique, notamment Coca-Cola ou encore Celtel qui est devenu Airtel maintenant, comment on peut définir votre activité aujourd'hui? Alors, en un mot, Alain Foucault, je dirais que notre activité, G&A Business Solutions, nous sommes un facilitateur de développement des personnes et des organisations en Afrique. C'est-à-dire? Nous sommes en fait engagés et dévoués à la cause d'une Afrique plus forte, plus prospère et plus compétitive en offrant 3 genres de services. Le premier, nous faisons du développement de capacités marketing et commerciales. La deuxième chose, nous faisons de la planification stratégique. Mais le cœur de notre métier, c'est la troisième activité qui est aujourd'hui la plus importante. Nous faisons du développement en leadership et de la transformation. On va entrer dans le détail parce que celui qui écoute tout ça, il se dit c'est du chinois pour moi. Alors, peut-être je vais parler des 2 premières offres rapidement et puis on va passer un peu plus de temps sur le leadership parce que c'est ça qui est aujourd'hui notre cœur de métier. Le développement de capacités marketing et commerciales, c'est surtout pour aider les organisations dans le secteur privé à mettre la satisfaction de leurs clients au cœur de leur opération, de leur stratégie de croissance. En fait, nous faisons des ateliers sur le positionnement de marque, sur la segmentation stratégique de la base clientèle, sur la définition, la mise en œuvre de plans de communication, tout ceci pour favoriser la préférence pour les marques et pour les offres de nos clients. En gros, on pourrait dire que c'est donc de la formation marketing et commerciale. Qui s'adresse essentiellement à qui? Aux grandes structures, aux grandes entreprises, aux multinationales? Alors aujourd'hui, nous parlons surtout aux multinationales ou aux grandes entreprises dans nos capitales africaines. Ce sont elles qui nous sollicitent parce qu'elles comprennent qu'il y a une grande concurrence. Mais alors jusque-là, on voyait arriver ce type d'entreprise qui était dans ce domaine, c'était des entreprises internationales. Est-ce que vous, qui êtes installé dans ce domaine aujourd'hui et qui êtes en Afrique du Sud, vous bénéficiez de, on va dire, de la crédibilité? On vous croit, on vous prend au sérieux? Ah, Alain Foucault, ça n'a pas toujours été facile. Parce que souvent, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas qu'il soit possible que le niveau de qualité que nous offrons soit possible par les Africains. Mais doucement, les choses commencent à changer. Bon, je vous dirais que nous avons un parcours nous-mêmes ainsi que nos consultants qui parlent pour nous, si vous voulez. Mais il est sûr que quand on fait du conseil, surtout sur des choses qui sont un peu techniques, il y a toujours un peu de... On n'est pas très sûr que ce soit possible, que ce soit fait par des cabinets africains. Alors, avec le temps... Le complexe est encore là. Le complexe est encore un peu là. Je le vois malheureusement tous les jours quand nous sommes appelés pour les appels d'offres. Mais de plus en plus, parce que nous gagnons de plus en plus d'appels d'offres, je crois que la crédibilité s'installe et à la fin de l'expérience, nos clients nous disent toujours cette phrase malheureuse: mais pourquoi ne m'avez-vous pas dit que c'était possible avant? Et je leur dis, mais ça fait des années que je vous dis qu'on pouvait le faire, mais mieux que les autres. On va parler simple. Pour une entreprise lambda, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'elle se développe? Alors, ce qu'on peut faire, Alain Foucault, pour toutes les entreprises, c'est d'abord de bien leur expliquer que, à la fin, en aval de tout ce qu'il y a, c'est la décision d'achat du consommateur. C'est le consommateur qui décide, dans le magasin, dans la boutique, dans la supérette, d'aller vers votre produit ou d'aller vers le produit de la concurrence. Et c'est pour ça que nous aidons ces compagnies à mettre au cœur de leur activité la satisfaction du client. Pour cela, il y a quelques techniques qui sont nécessaires pour pouvoir y arriver, mais c'est ce que nous offrons dans ce premier domaine d'activité que nous avons, qui est donc l'accroissement en capacité marketing et commerciale. Le deuxième métier que nous avons, c'est ce qu'on appelle la planification stratégique. La planification stratégique, c'est très important. Ça permet de regarder le business en amont, pendant et en aval.
Alors, il y a également là des techniques d'analyse de situation, de priorisation, de fixation d'objectifs, de stratégie, de plan d'action et enfin, surtout, d'exécution. C'est dans quel domaine essentiellement? Alors, ça se fait dans deux domaines essentiellement. D'abord, c'est la suite de l'activité marketing et commerciale. Et puis ensuite, c'est dans quelques sources d'investissement qu'il faut pouvoir étudier pour savoir vers laquelle se tourner, pour savoir laquelle sera la plus rentable et la plus productive pour l'organisation. Donc ça, c'est notre deuxième cœur d'activité. Mais voyez-vous, cette activité parle en fait à toutes les industries et à tous les métiers. Parce qu'en toute chose, même vous, Alain Foucault, quand vous devez voyager ou vous rendre quelque part, il est important pour vous de savoir d'où est-ce que vous partez. Où est-ce que vous voulez arriver? En fonction de où vous voulez arriver, de mettre les activités nécessaires pour y arriver et s'assurer que vous allez exécuter à la perfection ce que vous avez décidé. Donc cette activité de planification stratégique parle à tous les corps de métier, même si, je le comprends très bien, c'est une suite logique de ce que l'activité marketing qui met le client au cœur du métier permet donc de progresser. Mais quelle est votre formation à vous, vous qui aujourd'hui donnez ces conseils, faites du coaching, je suppose, c'est comme ça qu'on appelle de plus en plus. Absolument. Quel est votre parcours à vous? Alors mon parcours à moi je suis diplômé de l'École supérieure de commerce d'Abidjan. Je suis diplômé en 1985 de cette école qui a formé de grandes personnes aujourd'hui sur le continent. Je ne vous donnerai pas tous les noms, mais oui, il y a beaucoup de personnes que vous avez déjà interviewées qui sont sorties de l'ESCA, Subdeco Abidjan. Par la suite, j'ai fait plusieurs stages et j'ai visité plusieurs organisations comme bien sûr HEC à Paris, puis London Business School. Mais mon diplôme, c'est bien celui de l'École supérieure de commerce d'Abidjan et ceci me permettra de parler de ma troisième activité parce que l'éducation que nous avions en Afrique était quelque chose dont nous étions très fiers. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus vraiment le cas. Il y a 25 ou 30 ans, on formait encore beaucoup de gens de très très grande qualité. Vous avez l'impression qu'on n'en forme plus du tout? Ce n'est plus malheureusement devenu la priorité. À l'époque, c'est peut-être que cette formation est adaptée au marché aujourd'hui. Ah, voilà. Alors c'est ça bien, c'est bien ça le mot. Aujourd'hui, les formations que nous donnons sont des fois des formations qui ne répondent pas aux besoins, à l'activité dont nos marchés ont véritablement besoin. On ne développe pas nécessairement nos personnes dans l'activité, dans les métiers qui peuvent faire la différence pour cette Afrique qui doit absolument grandir. Aujourd'hui, combien d'employés vous avez et comment est repartie votre entreprise aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous avons à temps plein une quinzaine d'employés, exactement 14, plus moi-même donc 15. Ça, c'est donc à temps plein. Et parce que nous avons une activité conseil, nous avons une batterie de 12 consultants qui vont et qui viennent. Et donc, un total donc de 27 personnes. C'est ce que G&A Business Solutions aujourd'hui a. Nous couvrons aujourd'hui 25 pays. Nous avons des clients dans 25 pays en Afrique noire, donc au sud du Sahara. Et nous avons 3 bureaux. Donc, le bureau de Johannesburg, un bureau à Dakar, un bureau à Nairobi et il est question dans quelques mois d'ouvrir un bureau à Abidjan. Pourquoi vous installez-vous en Afrique du Sud? Pourquoi choisissez-vous cet endroit qui est un peu excentré alors que vous êtes originaire de Côte d'Ivoire et que vous avez travaillé dans la région ouest africaine au départ? Absolument, Alain Foucault. Mais avant de répondre à cette question, si vous permettez, j'aimerais terminer avec la troisième activité. Qui est la plus importante dans notre organisation. C'est donc cette question de leadership et de transformation. Alain Foucault, nous avons réalisé, il y a quelques années, que le mal dont souffrait l'Afrique, ce n'était pas tant un mal de savoir, quoique, mais c'était surtout un mal de savoir-faire et de leadership, c'est-à-dire de cette capacité à pouvoir mobiliser, à pouvoir inspirer, à pouvoir créer l'envie de faire mieux, d'exceller et de comprendre qu'il est toujours possible de faire mieux. Alors, quand nous avons vu que ce manque de leadership était ce qui était le vrai challenge, le vrai défi pour notre continent, nous avons entrepris de mener une vaste étude qualitative pour voir quel était le profil du leader africain. Nous avons donc interrogé 400 personnes sur ce continent dans 23 pays. C'était des cadres, des dirigeants dans le privé et dans le public. Et nous avons cherché à savoir
qu'est-ce qu'ils voyaient en d'autres personnes qui pouvaient les motiver à aller un peu plus loin, aller un peu plus vite et certainement aller un peu plus haut. Et ces personnes nous ont donné tout un ensemble de critères qui font le leader africain dont ce continent a tant besoin. Alors, quels sont les critères du leader africain aujourd'hui? Alors, il y a 6 compétences essentielles. La première, c'est la vision, la capacité à voir plus loin que les autres et ne pas avoir peur des obstacles qui arrivent parce que la vision est grande. La première, ça doit être le critère de tout leader dans le monde, je vais dire, pas que de l'Africain. Certainement, pas seulement en Afrique, mais c'est quelque chose qui est ressorti très très fort au niveau des Africains. Ils vous disent, moi je suis prêt à suivre quelqu'un sitôt que je sais qu'il n'est pas retenu par les contingences immédiates, qu'il n'a pas peur simplement de ce qui se présente devant lui à 50 mètres, mais qu'il a en vue quelque chose de bien plus grand. D'accord, donc, la vision. Donc la vision. La deuxième compétence, c'est le courage et le caractère. Et ceci, on le définit par l'abnégation, la résilience, la détermination. Oui, mais dans le même temps, on pourrait aussi vous dire là que c'est le critère pour tous les patrons au monde. Alors, je vais vous les donner d'abord toutes les 6 et puis je vais vous dire pourquoi est-ce qu'elles sont peut-être un peu spécifiques à nous. Alors, donc, comme je vous ai dit, donc la vision, le courage, le caractère, l'intégrité, la capacité technique, l'esprit d'équipe et la communication. Voici donc les 6. Nous sommes africains et nous sommes citoyens du monde. Donc il est tout à fait normal qu'il y ait des choses qui soient similaires sous tous les cieux. Mais ce que je vous dis ici à l'Infoca, c'est que nous n'avons pas pris quelque chose qui existe dans la littérature américaine ou française ou canadienne ou même guatémaltèque. Nous avons fait un travail de terrain. Et ce sont ces choses que les gens nous ont dites. Mais ils n'ont pas dit les 6 compétences, c'est ce que je vous les donne. Ils les ont expliquées. C'est quand on a fait l'amalgame, quand on a fait la contraction de toutes ces informations, qu'on a vu l'érection de ces 6 compétences. Et il est possible qu'elles résonnent tout à fait bien à Tokyo ou à Panama. Oui, parce qu'en réalité, lorsque l'on écoute tous ces critères, c'est des critères du leader d'un peu partout dans le monde. Ça veut dire finalement peut-être que le leader africain n'a rien de différent des autres, c'est-à-dire qu'il est inscrit dans un monde qui est identique à celui des autres. Sauf qu'il y a une dimension qui est très importante pour nous ici, c'est cette dimension humaine. Et c'est ça qui me permet donc justement de parler de ce 3e volet que nous avons. La dimension humaine. Voilà, cette dimension humaine est importante. Il est important de pouvoir travailler avec les plus grands standards de la compétitivité. Il est très important de pouvoir travailler au plus haut niveau, de s'assurer que nous n'avons aucune excuse sur les questions de qualité et de quantité. Mais en même temps, il est important, et ceci résonne tout à fait dans le cœur des Africains, de rester avec une certaine dimension humaine. Il faut du résultat, mais il faut avoir le résultat par les hommes. Et ce sont ces outils qui sont nés de cette grande étude que nous avons faite, qui nous permet aujourd'hui de faire ces séminaires et ces conférences de transformation. Il faut arriver à la performance, il faut arriver au résultat et même les dépasser. Je parle donc des objectifs, mais il faut s'assurer qu'on le fait non pas au détriment des hommes, mais avec les hommes. Jusque-là, on peut comprendre que ce que vous citez, c'est les caractères que doivent avoir, les critères que doivent avoir la plupart des leaders. Avec, comme vous dites, l'humain en plus en Afrique, mais je pense que partout ailleurs, on demande l'humain. Alors, ma question au départ, avant que vous ne parliez de ce volet-là, c'était pourquoi vous vous installez en Afrique du Sud plutôt qu'ailleurs? Oui, je me suis installé en Afrique du Sud, à l'Infoca, parce que j'avais besoin d'une base logistique très très forte. Le travail que je fais demande d'abord beaucoup de déplacements, demande également une fiabilité sur tous les moyens techniques dont j'ai besoin pour pouvoir me déployer et même pour pouvoir développer mes Vous avez l'impression qu'on se déplace plus facilement d'Afrique du Sud, qui est dans la partie totalement australe, la partie la plus au sud du continent, qu'à Abidjan ou à Dakar? On avait plutôt l'impression que c'est décentré, l'Afrique du Sud, non? Non, absolument pas. La seule compétition, je dirais, la seule concurrence que je pourrais voir avec l'Afrique du Sud en termes de voyage et de déplacement facile, c'est peut-être le hub de Nairobi. Mais à part le Kenya, je peux vous dire, d'ici, d'Afrique du Sud, je peux me déplacer n'importe où. Où se trouve l'essentiel de votre clientèle aujourd'hui? Alors aujourd'hui, de plus en plus, mon marché se retrouve de plus en plus dans les pays francophones et un peu entre le centre et l'ouest de l'Afrique. Et c'est pour ça que je vous disais en début de conversation que nous allons bientôt ouvrir un bureau à Abidjan.
parce qu'il y a une résonance de plus en plus forte de nos messages dans le cœur des Africains de l'Ouest et du Centre, et peut-être que la communauté francophone réagit un peu mieux parce que pour une fois, ils retrouvent un cabinet qui peut leur parler professionnellement, mais également en français. Donc l'Afrique de l'Ouest et du Centre est aujourd'hui importante, même si nous avons encore quelques clients forts dans des pays comme la Zambie, le Malawi et même le Botswana. Alors, l'autre concept que vous développez est le leader conscient à 361 degrés. Oui. C'est quoi exactement ça? C'est la possibilité de pouvoir évaluer chacun des cadres africains que nous avons par rapport à ces 6 compétences que j'ai citées tout à l'heure. Notre programme permet donc de faire une cartographie de la personne qu'on évalue par rapport à ces 6 compétences et en fonction des résultats, lui donner des outils pour pouvoir améliorer soit sa vision, caractère, courage et caractère, intégrité, capacité technique, esprit d'équipe ou communication. Donc, ce sont des outils qui permettent de faire donc un 360 degrés parce que ça commence par une évaluation des personnes qui travaillent avec vous et qui vous connaissent. Donc, qui vous connaissent toutes ensemble, donc ce qui fait donc le 360 degrés. Et le +1, c'est la marche que vous faites, le premier pas que vous faites vers votre développement personnel. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le leader conscient, parce qu'il est conscient de qui il est, grâce à l'évaluation 360 degrés, et puis il se met en marche, c'est ce qui donne le +1 dans notre modèle. Aujourd'hui, un cabinet comme le vôtre, G&A Business Solutions, quel chiffre d'affaires aujourd'hui? Alors, nous avons... Je voudrais parler de chiffre d'affaires. Bon, je peux vous dire. Ouais. Nous avons un chiffre d'affaires aujourd'hui d'environ $500 000. D'accord. Nous sommes donc sur ces 25 pays, mais nous avons des clients qui sont plus gros. Vraiment, nous avons une multitude de petits clients et pour moi, c'est très important parce que le message doit passer non pas simplement aux multinationales, mais également au grand nombre de petites organisations qui sont appelées à grandir. Mais je dirais que le business marche plutôt bien. Mais aujourd'hui, je voudrais simplement que ce que nous sommes en train de faire dans un secteur trop privé et trop restreint puisse être apporté au niveau de nos États. Nos États ont besoin d'aide et il faut qu'on puisse les aider. Quel est le profil de l'essentiel de votre clientèle aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le profil, ce sont d'abord les grandes multinationales. Ce sont les entreprises qui ont un hub dans un pays, donc un centre, un bureau régional dans un pays, et qui multiplient leurs opérations sur différents territoires africains. Alors ça permet donc de centraliser la même manière de marcher, les mêmes modèles, les mêmes formations et la même planification. Mais de plus en plus, nous avons maintenant, comme je vous disais, par pays, des petites entreprises qui commencent à venir à nous et nous sommes en mesure de nous adapter et de travailler avec elles sur des chiffres qui sont certainement différents que les chiffres que peuvent se permettre les grandes multinationales. Alors comment on prend contact avec vous? On peut me contacter sur mon adresse email, je vous la donne, gilles.atayi, donc gilles.atayi, @gacontact, tout ça d'un seul mot, gacontact.com. Donc gilles.atayi, @gacontact.com.